campagne. Eh bien, je suis Yvan Reclan, je suis le président de l'ORDI, l'association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, et j'ai été invité par Génération Palestine et par les étudiants de l'IEP de Lyon pour faire une conférence à l'IEP de Lyon sur les enjeux de la coopération scientifique franco-israélienne. Cette conférence a été interdite pour des raisons que je vous laisse imaginer, je trouve tout à fait honteux. Et nous avons donc dû faire cette conférence, la même conférence, à l'extérieur. Par Génération Palestine Lyon, qui est un mouvement de jeunesse européen pour protester contre la politique d'Israël vis-à-vis du peuple palestinien. Et cette conférence est aussi soutenue par le MEC, donc le mouvement des étudiants de gauche, syndicat majoritaire à l'Institut d'études politiques de Lyon, qu'on remercie beaucoup pour leur soutien. Et donc on avait demandé une salle à l'IEP de Lyon pour que cette conférence ait lieu dans de bonnes conditions, à l'IEP, etc. Et on a été interdit. Il y a 2 ans, on avait eu un peu le même problème, sauf que la salle nous avait été donnée, puis la conférence avait été annulée au dernier moment, donc c'était limite pire. Voilà, donc on est déjà à 2 cas comme ça avec l'IEP de Lyon. On commence un peu à bien faire, mais voilà. Donc on vous remercie d'être venu quand même, voilà, dehors. Bon, déjà il pleut pas, la pluie était très on a de la chance. Voilà. Donc du coup, cette conférence elle a lieu dans le cadre de 2 campagnes internationales contre la politique menée par Israël. La première campagne c'est l'Israeli Apartheid Week, la semaine de l'apartheid israélien, qui a lieu chaque année au mois de mars dans le monde entier, pour informer les gens de ce qui se passe en Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe particulièrement en Israël? Quels sont les bailleurs de fonds des universités et des centres de recherche israéliens? Dans l'ordre, il y a, numéro 1, l'État. L'État israélien est le premier bailleur de fonds. Qui est le deuxième bailleur de fonds? Il y a l'État numéro 1, c'est celui qui donne le plus d'argent aux universités israéliennes. Il y a la recherche et le centre de recherche. Quel est le deuxième bailleur de fonds? Qui est celui qui vient derrière? Non, l'État, l'armée c'est l'État. Les États-Unis, non. Le deuxième bailleur de fonds, c'est la communauté européenne. C'est la communauté européenne par le biais de ce qu'on appelle maintenant Horizon 80, par le biais des grands projets de coopération. C'est-à-dire que l'Union européenne a un accord de partenariat avec Israël qui fait que Israël a le droit de participer exactement comme c'était un membre à tous les contrats européens. Bien, donc le deuxième point intéressant, c'est l'argent européen, c'est l'argent du contribuable européen, et donc le contribuable européen finance la recherche israélienne. Et le troisième bailleur de fonds, c'est les entreprises privées. Une part très importante des entreprises privées sont militaires. Il y a de très grandes compagnies israéliennes qui fabriquent des armes, des drones, notamment il y a la liste, il y a Elbit, qui est une compagnie privée, Israel Aerospace Industries. Pour vous donner une idée, les exportations d'armes israéliennes s'élèvent à 8 milliards de dollars par an, ce qui en fait le 4e exportateur d'armes au monde. Derrière, les États-Unis, la Russie, la France, et en 4e, il y a Israël, et derrière, il y a la Grande-Bretagne. Cette industrie d'armes est très soutenue et a besoin de la recherche.
Notamment, je cite le cas du Technion, le Technion qui est la grande université technologique israélienne. Comme cas célèbre, c'est là qu'on a développé le grand bulldozer sans pilote qui a fonctionné à Gaza pour détruire les maisons palestiniennes. Et on est en train de développer aussi des drones miniatures. Le but étant d'avoir des petits drones qui peuvent pénétrer dans les maisons. Mais c'est de la recherche, absolument, je parle de cette recherche-là. C'est un complexe militaro-industriel, mais avec une circonstance particulière, au sens où Israël a mené des guerres, donc il fonctionne, et d'autre part, il y a cette occupation des territoires palestiniens. Donc ce sont des choses qui fonctionnent. Ces armes ont servi à Gaza, elles ont servi au Liban, et elles servent tous les jours, par exemple, pour surveiller le mur de séparation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a de la technologie pour surveiller ce qui se passe, etc. Il y a les champs d'application sont là, et quand, par exemple, les Israéliens vendent des drones à la France en Allemagne, les Français vont s'entraîner en Israël et les drones survolent Gaza. Donc, ils ont l'avantage de pouvoir mettre ça en application. Maintenant, la communauté européenne. L'aide de la communauté européenne, elle s'insère là-dedans. Il y a beaucoup de projets, hein. Il y a des projets médicaux, etc., mais d'autres projets s'insèrent directement là-dedans. À titre d'exemple, bon, alors il y a quelques cas notoirement scandaleux. Par exemple, vous connaissez tous le cas de Ahava. Ahava est une grande compagnie de cosmétiques qui est installée dans la mer Morte, en territoire palestinien, et qui prend la terre palestinienne et en fait des cosmétiques. Bien. Ils ont obtenu, la communauté européenne leur a donné depuis 10 ans un soutien de 1 million d'euros au titre de la recherche. Donc c'est une contribution à l'occupation. Par ailleurs, parlons un instant des drones. Vous savez par exemple que Gaza est survolé en permanence, enfin la drone de surveillance, la technologie, l'architecture informatique des drones de surveillance. Et d'autre part, le projet Maximus, financé à 70 millions d'euros, dont le but est de fabriquer des drones portables, au sens où ils ne sont pas très gros, mais enfin on peut les mettre dans des caisses et les remonter très vite. Bien, le Technion a 106 projets de coopération avec la communauté européenne. Alors maintenant, on peut se dire, c'est pas moral, je ne suis pas d'accord, c'est pas bien. Oui, mais c'est pire que ça, c'est même pas une question d'appréciation personnelle. Il y a un consensus là-dessus, il y a une situation juridique et il y a des jugements. C'est une question de droit international. La 4e convention de Genève, la Cour internationale de justice, dans un jugement du 9 juillet 2004, tous les États partis à la Convention de Genève ont l'obligation de faire respecter par Israël le droit international humanitaire. Ce qui, en l'occurrence, voulait dire le mur ne peut pas être construit sur des terres palestiniennes et les colonies n'ont pas à être construites sur le territoire occupé. C'est un crime de guerre qualifié en tant que tel. Et il y a un consensus là-dessus. Je veux dire, toutes les résolutions des Nations Unies, la Cour internationale de justice, ils disent tous, les États ont l'obligation de faire respecter ça par Israël. Et en particulier, ils ne doivent pas contribuer à la colonisation, à tout ce qui est crime de guerre, au déplacement de population, etc. Alors, c'était, en Europe, c'est resté un peu lettre morte, mais
En juillet 2013, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu, la Communauté européenne a publié des lignes directrices. Alors, des lignes directrices, elles s'imposent au contrat européen. Suivant ces lignes directrices, l'argent européen ne pourra plus aller à des activités qui se déroulent en tout ou en partie dans un territoire occupé. La Communauté européenne interdit que l'on collabore avec des universités, avec des projets de coopération qui, même en partie, se déroulent dans un territoire occupé, même si les activités qui se déroulent en territoire occupé ne sont pas financées avec l'argent européen. Ça a suscité beaucoup de réprobation en Israël, c'est passé, on va voir maintenant, il y a la question de la charge de la preuve, mais c'est un premier pas vers, c'est simplement un début de mise en conformité avec le droit international. C'est un début. C'est une décision de la Commission. Reste encore à faire décliner ça dans le droit français. Mais dès maintenant, si vous voulez, il y a ce qu'on peut appeler, pour les chercheurs français qui collaborent à des projets de ce genre, il y a ce qu'on peut appeler un risque juridique. La qualification de crime de guerre a été modifiée à plusieurs reprises, etc. Il y a ce qu'on appelle un risque juridique, et maintenant la Commission reprend. Et de nouveau, c'est pas une affaire, c'est consensuel, hein, c'est voté 13 juges sur 15, etc. Il n'y a même pas de discussion au droit international là-dessus. Alors maintenant, quel est le contexte et quelles sont les perspectives? Ces lignes directrices ne sont pas tombées du ciel, hein. Elles ne sont pas apparues comme ça, non. Elles ont été votées parce que, à la suite de pression de la société civile et de pression également des institutions européennes elles-mêmes. Ce qui est en train de se passer et ce qui suscite des protestations, c'est que les États européens n'ont pas appliqué, n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas contraint Israël à se conformer aux décisions de la Cour de justice au droit international. Et il y a donc eu une réaction citoyenne. À savoir, et c'était là ce qui était le départ du non-coup, à savoir, mais les États ont l'obligation de faire certaines choses, de ne pas coopérer avec certaines institutions, ils ne le font pas. Que reste-t-il aux citoyens sinon à le faire lui-même? C'était ça. Alors, l'histoire de ceci, ça a été ces pressions qu'elles étaient. Eh bien, je me rappelle que l'Assemblée, comment elle s'appelle, le Parlement européen, avait voté, je crois en 2008, une résolution demandant que la Commission mette en application, suspende l'accord de coopération entre l'Europe et Israël à cause de ce qui se passait à Gaza et à cause des violations répétées des droits de l'homme. La Commission n'a pas suivi. Je crois ça comme une réponse un peu lointaine. En 2004, en 2005, venant de la société civile palestinienne, il y a eu des appels au boycott, à savoir que nous, Palestiniens, nous n'avons pas recours à la lutte armée, on ne peut pas lancer une troisième intifada, mais nous prenons un mode de lutte non violent et nous demandons de ne pas collaborer avec les institutions israéliennes qui se rendent coupables de ces choses. Ce mouvement a pris l'ampleur, et notamment, je vous rappelle que cette année, Steve Hawking a refusé d'aller aux cérémonies du 90e anniversaire de Shimon Peres, ça a été le 48, mais l'ASA, qui est je crois la plus grande
association universitaire américaine, le plus grand syndicat, a voté à 67% une motion de boycott disant nous ne collaborerons pas avec l'université israélienne parce qu'elle soutient l'occupation, parce que si, parce que si. Bien. Alors, en ce moment, alors d'un certain côté, en ce moment, on ne voit pas de... Bon, pour quelqu'un qui a mon âge et vous aussi, nous ne voyons pas de progrès, ma génération n'a pas vu de progrès non plus dans cette situation. Donc, ce recours au boycott qui apparaît maintenant est une manière non violente de faire avancer le sujet. Et il faut s'en réjouir, hein, ça vaut mieux que se battre, etc. Donc il faut s'en réjouir, c'est une marque violente. Et je vous rappelle que John Kerry, le secrétaire d'État américain, a lui-même, je crois il y a 2 mois, brandi cette menace en disant en public que si le gouvernement Netanyahou ne faisait pas de progrès dans les négociations avec les Palestiniens, Israël s'exposait à un boycott généralisé et massif qui ne concernerait pas seulement d'ailleurs la coopération scientifique. On parlait d'un boycott beaucoup plus général. Bien. Alors, 2 remarques pour terminer. Il y a, deux remarques. À mon avis, au mon sentiment personnel, ou la manière dont je vois la chose, c'est que c'est vraiment, on fait ça parce que nous défendons nos valeurs, qui sont des valeurs de démocratie, de participation, de droits des gens, etc. Et c'est nous-mêmes. Et la raison pour laquelle ce problème est tellement frappant, pourquoi on s'intéresse à ça plutôt qu'au Tibet, c'est que Israël se présente comme nous-mêmes. Il prétend défendre nos valeurs. Et bien, on ne s'y reconnaît pas. Et donc, ce sont nos valeurs, ces valeurs de démocratie, d'égalité, qu'on cherche à imposer, et c'est pour ça que toute la société se mobilise. Deuxième point, un certain nombre d'Israéliens partagent cette idée. Il y a, beaucoup sont partis, mais encore maintenant en Israël, il y a des gens qui soutiennent ouvertement l'appel au boycott, bien que ce soit en train d'être criminalisé, parce qu'ils se rendent compte que l'occupation détruit l'esprit du pays et détruit les valeurs fondamentales. Et troisièmement, ce ne sont pas la majorité malheureusement, et le gouvernement israélien est engagé dans une campagne de dénigrement contre tout ce qui est boycott, bien entendu, soutenu en ça par certains gouvernements, dont le gouvernement français, je ne vais pas là-dessus, et qui conduit par exemple au fait qu'en France, il est impossible, ce qui se passe là, il est impossible de tenir une conférence sur le thème les enjeux de la coopération scientifique franco-israélienne à l'INT, à l'Université de ici, alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, c'est parfaitement possible. Je pense que c'est une singularité française, et je pense aussi que ce sont des combats d'arrière-garde. Parce que moi, je garde l'espoir, et beaucoup d'entre nous, que la volonté, disons, cette volonté de défendre les valeurs, fût-ce par le boycott, eh bien, il finira par s'imposer au gouvernement, et qu'on ira à ce moment-là vers une solution qui ne sera pas militaire et qui ne sera pas... Je vais terminer ce que je voulais dire.